Donc, même si j'interviens dans le cadre du génocide vendéen, il ne faut pas me faire parler trop fort parce que, comme vous pouvez en juger, j'ai une extinction de voix. J'ai rebaptisé en fait mon intervention bolchevisme et populicide 15 millions de morts. Donc 15 millions de morts, vous comprenez pourquoi, puisque en fait c'est ce qu'aura coûté à la Russie du point de vue humain la période qui va de la révolution bolchevique en 1917 jusqu'à, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai décidé d'appeler ça populicide parce que j'estime, je pense que les gens sont d'accord avec moi, que le terme génocide suppose une détermination biologique ou raciale, osons le mot, de la personne que vous voulez anéantir. Or, ce n'est pas parce que, par exemple, Sverdlov est juif qu'il tue l'empereur Nicolas II qui est slave. Il le tue parce que c'est un prince chrétien et qu'il veut rendre, comme la Révolution française, eh bien, la Révolution irréversible. De la même manière, ce n'est pas parce que Staline est géorgien qu'il décide de tuer les Slaves, que ce soit en Ukraine ou dans le sud de la Russie, ou les Kazakhs au Kazakhstan. Donc j'ai fait ce choix de populicide et de toute manière même les héritiers du marxisme-léninisme, que ce soit en Chine ou au Cambodge par exemple, eh bien en fait assassinent leur propre peuple. Donc j'estimais qu'il n'y a pas de déterminisme biologique ou racial dans ces massacres de masse qui ont été faits, ce qui n'enlève rien à l'horreur que ça représente, mais je voulais être précis dans les termes, et en plus j'aime bien ce terme qu'a inventé Gracchus Babeuf, comme nous l'a rappelé Ronald Secher tout à l'heure. Je vais dans une première partie revenir un peu sur la chronologie des exterminations des bolcheviques, parce que je pense qu'il faut quand même rappeler un peu le contexte, et surtout qu'il y a une différence vis-à-vis de la Révolution française, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps. Et que ça s'étale dans le temps et qu'il y a des soubresauts, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart. Il y a aussi un aspect qui est original, c'est que ça finit par être mondial en fait. Dans un deuxième temps, je voudrais aborder un peu la question du pourquoi. Parce que la question qu'on se pose quand on voit ces horreurs, c'est de se demander mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que tout d'un coup, une partie de la population, minoritaire, mais disposant du monopole de la violence, s'est mis à exterminer toute une autre partie de sa population, même quand le cycle de la guerre civile est terminé. Et donc je pense que pour répondre à ça, il faut remonter un peu dans l'histoire, y compris l'histoire des idées. C'est ce que je vais essayer de tâcher de faire avec vous. Et ça, ce sera ma deuxième partie. Et surtout, et à la fin, j'essaierai de conclure aussi sur les questions qui posent sur la négation, le mémoricide, pour reprendre le terme toujours de Ronald Secher, pour reprendre le terme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà une négation de ces crimes en Russie, et est-ce qu'il y a une négation de ces crimes par les intellectuels occidentaux? Et donc j'essaierai de répondre à cette question en me fondant sur le développement de mon exposé. Donc effectivement, le carnage commence en 1917. Vous savez, en octobre 1917, eh bien, les bolcheviks, sur un coup d'État, qui n'est pas du tout un soulèvement populaire, qui est un coup d'État mené par une minorité déterminée et bien entraînée, eh bien, réussit, et la première république, rappelons-le aussi, c'est pas l'empereur qui tombe, l'empereur il est tombé en février, la première république russe est abattue, et les bolcheviks arrivent au pouvoir. Le système de répression se met en place quasiment immédiatement par la création, sous les ordres du fameux Félix Dzerzhinsky, du comité militaire révolutionnaire de Petrograd, qui est transformé en Tchéka en décembre 1917. Donc vous voyez, ça va très vite. On peut noter, il est intéressant de noter que cette Tchéka est composée quasiment uniquement de Polonais et de Baltes. Et ça, c'est aussi un aspect de la révolution russe, c'est qu'en fait, il y a eu une espèce de convergence des luttes entre les peuples qui vivaient sous l'Empire russe et qui voulaient leur indépendance ou leur autonomie, et différents courants politiques plus radicaux qui voulaient faire la révolution. Et ce qui fait qu'on va retrouver souvent des minorités de l'Empire russe aux commandes de la révolution bolchevique. La plus grosse minorité, ça c'est Solzhenitsyn qui le raconte dans 2 siècles ensemble, ce sont les Juifs, qui fournissent en plus des fonctionnaires de remplacement, puisque les fonctionnaires russes cessent de travailler à partir de la révolution bolchevique, et donc il faut les remplacer, et finalement il y a une classe éduquée qui est disponible. Et donc c'est eux qui prennent le pouvoir à ce moment-là, mais ils ne sont pas les seuls, et c'est pour ça que vous verrez par exemple des Polonais. Dzerzhinsky lui-même est un aristocrate polonais, et donc c'est lui qui va démarrer la répression
Et ça va démarrer quasiment immédiatement. Non seulement il y a les répressions qui vont démarrer, mais le système concentrationnaire aussi va démarrer. Donc ça aussi, c'est pour répondre à ceux qui tentent de nous expliquer qu'en fait, il y a eu Lénine et Staline. Hein, c'est un peu la théorie qu'on nous sortait. Et qu'en fait, Staline est le méchant et que Lénine était le gentil. Et en fait, c'est pas du tout ça. La fureur bolchevique démarre dès les premières heures de l'arrivée des bolcheviks au pouvoir. Et ils commencent à massacrer dans les différents territoires. Et il faut voir que ces massacres donc commencent en gros dans la grande partie dès janvier 1918. Et ils sont liés à la réquisition. Parce que quand les bolcheviks arrivent au pouvoir, ils ont un problème de se nourrir eux et de nourrir les villes. Puisque et ça sera toujours le problème en fait des bolcheviks, c'est qu'ils contrôlent les villes mais pas les campagnes. Et donc eh bien, ils lancent un système de réquisition de populations qui sont déjà affamées, notamment les populations qui vivaient dans les territoires actuels de l'Ukraine. Les Allemands leur ont déjà pris quasiment tout ce qu'ils avaient, et ensuite les bolcheviks arrivent et leur reprennent ce qui reste. Donc la disette, au début c'est une disette, les disettes vont commencer à ce moment-là, et certains ne vont pas se laisser faire, ce qui fait qu'il eh bien, il y a une réaction violente de la Tchéka, donc qui est là le nom des services de la police politique des bolcheviks. Et entre septembre et octobre 2018, par exemple, on a entre 10 000 et 15 000 morts. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 1825 et 1917, l'Empire donc, des Romanov a condamné à mort 6 000 personnes, un peu plus de 6 000 personnes, pour des raisons politiques. Des soulèvements, notamment en 1905, là où il y a eu un pic en 1905. Donc déjà, c'est un choc pour la société russe. C'est qu'en fait, on passe de 6 000 condamnations en quasiment un siècle à tout d'un coup, on est à 15 000 en 2 mois. Il faut noter aussi que cette répression s'abat sur tout le monde, y compris sur les factions divergentes de la gauche. Les socialistes révolutionnaires, par exemple, ou les mencheviks finissent tôt ou tard par être les victimes, et ça c'est aussi un peu le système qu'on a connu dans la Révolution française, où eh bien, la révolution dévore ses enfants. Et c'est ce à quoi on assiste. La Tchéka continue une ascension d'une importance considérable, puisqu'en 1921, donc en moins de 4 ans d'existence, elle compte 200 000 hommes, dont les gardiens de camp. Pourquoi c'est important? Parce que aussi, on n'a pas attendu Staline pour créer les camps de concentration. Dès l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, un système concentrationnaire est mis en place, et il est officialisé par un décret en avril 1919, qui définit d'abord 2 types de camps, c'est-à-dire le camp des gens qui ont été condamnés et ceux des otages. Parce que ça aussi, c'est une politique qui est systématique chez les bolcheviks, c'est qu'ils prennent des otages. Des familles des déserteurs, des familles bourgeoises pour racketter les familles bourgeoises. Après, vous allez voir que le niveau de bourgeoisie descend. Hein. On démarre par une exploitation agricole, et puis on finit avec 3 poulets et un cochon. Et là, on est considéré comme un paysan riche. Donc en 1921, dans ce système concentrationnaire en construction, il y a déjà 70 000 personnes internées. Il y a également un système concentrationnaire sur des cas particuliers, c'est-à-dire que quand les bolcheviks répriment une région particulière, on a vu ça par exemple, j'en parlerai à Tambov. Tambov, j'en parlais souvent parce qu'en fait Solzhenitsyn avait comparé la Vendée au massacre de Tambov. C'est un soulèvement paysan, plutôt orienté à gauche d'ailleurs, avec des exigences plutôt autonomistes, et qui est sauvagement réprimé. Et bien là, il y a un camp de concentration qui est créé sur place, enfin plusieurs camps, où où mourront 50 000 Russes. Également, lorsque les bolcheviks prennent la Crimée, donc c'est la fin de la guerre civile en 1920, c'est là où Wrangel, qui meurt en Belgique d'ailleurs, quelques années après. C'est là où Wrangel réussit à évacuer quand même une bonne partie de son armée et des civils, mais pas tous. Et après, il y a une répression qui s'abat sur la Crimée, qui fera 50 000 morts. Donc, on est dans des proportions qu'on va retrouver régulièrement, et même qui vont devenir asymptotiques quand on va arriver sur les famines. Et j'y arrive. Donc là, c'est la première phase que j'appelle la phase de guerre civile. En gros, de 1917 à 1920-1921, tant que les soviétiques ont eu à faire la guerre soit à l'extérieur, après la tentative d'invasion polonaise, soit à l'intérieur de leur territoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça
Il faut aller lire quelques livres. Oui, j'ai oublié de faire en introduction. J'ai fait, si je peux recommander 4 livres sur lesquels je me suis appuyé, que j'avais lus, mais que j'ai ressorti pour préparer l'intervention. Bien sûr, Les crimes du communisme, le livre noir du communisme de Stéphane Courtois, avec l'article de Nicolas Vers, qui est très complet, très, très sourcé. Notamment les citations de Lénine, je les ai trouvées là-dedans. Et je les ai trouvées aussi également dans le dernier livre de Stéphane Courtois, qui est la biographie de Lénine, qui est vraiment qu'il faut lire. C'est pour comprendre le mécanisme de cet homme et en fait, d'un révolutionnaire fanatique. C'est extraordinaire, c'est très bien fait, très sourcé aussi, c'est un véritable boulot d'universitaire. J'ai également utilisé pour Staline, alors je vous recommande aussi, excusez-moi, vous êtes obligé d'aller à la FNAC après mon... Staline et la cour du... Staline, le jeune Staline de Sebag Montefiore. C'est toute la partie de Staline qui en fait était très peu étudiée, où il est en fait un terroriste politique et un braqueur de banque jusqu'en 1900, jusqu'à son départ en camp à l'autre bout de la Russie. Et donc c'est sa construction à la fois en tant qu'homme politique, et c'est très intéressant et vous comprendrez pourquoi plus tard. Et également le deuxième volume de Sebag Montefiore qui est Staline et la cour du Tsar rouge, où là aussi sur le fonctionnement justement de cette cour est très intéressant à lire. Donc j'en reviens à la suite de mon exposé. La deuxième période, en fait, c'est je reprends un peu le découpage de Nicolas Vers. C'est de 1921 de Tambov à la Grande Famille. Donc, comme je vous l'ai dit, Tambov, c'est un des principaux soulèvements paysans au début des années 20 et qui est sauvagement réprimé. Il arrive aussi également dans le cadre de la NEP, puisque voyant que même en violentant les paysans, ils ne peuvent pas produire plus que ce qu'ils ont, et surtout, en plus, après, quand on les tue, ils ne peuvent plus produire du tout. Donc il y a un relâchement et un petit retour vers l'économie de marché, mais ça n'empêche pas que la répression va continuer, et surtout, il va y avoir, dans le cadre des ouvriers, une militarisation, qui va aussi avoir de nombreux morts comme conséquence, une militarisation de la production. Et là où ça va être le plus terrible, ça va être dans les mines du Donbass, où là en fait on va envoyer les mineurs avec quasiment rien dans le ventre travailler, donc tout ce qui est limite horaire là explose, un petit message à la gauche française qui veut la limitation du temps de travail. À l'époque c'était pas ce que voulait Lénine, et donc on fait travailler les gens quasiment tout le temps, ils sont quasiment pas habillés, ils se passent les chaussures les uns aux autres. Enfin, c'est épouvantable. Et cette militarisation de la production va être généralisée petit à petit dans la plupart des régions du RSS, notamment parce qu'en plus la production industrielle va s'effondrer. Donc toute cette politique aberrante donc de confiscation et de massacre aboutit en fait que la Russie, enfin déjà l'URSS, est contrainte de faire appel à l'aide internationale parce qu'elle subit une famine épouvantable. Et donc elle appelle la Croix-Rouge à l'aide. Et malgré cette aide, d'autant plus qu'après, au fur et à mesure, c'est mal accepté par une partie des bolcheviks qui disent on n'a pas besoin des autres. Et donc finalement, après, l'aide est rejetée. Enfin bon, c'est un mépris complet vis-à-vis de la survie de ces individus. Et ce qui fait que, et là c'est le premier gros chiffre, entre 1921 et 1922, par les massacres ou par la famine, meurent 5 millions d'habitants de l'Empire. Il faut savoir que Lénine a théorisé la famine. On revient à ce qu'on a vu également avec Ronald Schechter. Et il le dit, ça il l'écrit, donc ça vous trouvez ça les sources chez Stéphane Courtois, que la famine est son allié pour la lutte contre son ennemi principal qui est l'orthodoxie. Et il dit les paysans prieront l'électricité plutôt que Dieu. Donc cette famine en fait est un prétexte bien sûr pour piller tous les biens d'église. Ça vous rappelle rien, en fait pour exterminer le clergé orthodoxe. Et en 1922 sont éliminés 2691 prêtres, 1962 moines, 3447 moniales. Et tous les autres sont envoyés en camp de concentration jusqu'en 1941, où là Staline, devant l'invasion, se dit que c'est peut-être bon de ressortir les prêtres
et les champs de l'armée impériale pour essayer de résister à Hitler. Donc ce système connaît donc un premier pic dans les années 1922. Et à partir de fin 1923 et jusqu'en 1927, il y a une forme de trêve, notamment par finalement la nouvelle politique économique recommence à fonctionner, les paysans recommencent à travailler la terre, donc l'État peut prélever de quoi nourrir les villes sans affamer les campagnes, sauf que la fin de 1927, les récoltes sont moins bonnes. Enfin, c'est pas qu'elles sont moins bonnes, mais en gros, la collecte, parce que c'est aussi un système déjà bureaucratique qui fonctionne mal, la collecte est beaucoup moins efficace, surtout en fait, quand les bolcheviks collectent les grains, ils les laissent pourrir, donc il y a des pertes qui sont énormes. Et finalement, Staline, donc, qui désormais est au pouvoir depuis 1924, mais en fait depuis 1923, puisque Lénine n'est plus aux commandes dès 1923, se dit que c'est le bon moment de lancer, dans le cadre de la dictature du prolétariat, puisqu'il faut arriver à la société sans classe, la collectivisation des terres. Et c'est là que ce qui va accoucher du deuxième et du plus grand carnage que les bolcheviks aient pu mettre en place. Donc ils considèrent que, comme ils ne contrôlent pas les campagnes, c'est un peu la hantise des bolcheviks de ne pas contrôler les campagnes, eh bien, on va mettre des bastions qui seront les kolkhozes et les sovkhozes, où on va collectiviser la terre. Le problème, c'est que les paysans russes n'en veulent pas. Eux, ils sont contents notamment d'une bonne chose qui avait commencé avec la Révolution, c'était la terre aux paysans. Et là, finalement, en fait, ils s'aperçoivent que ça va être encore pire et qu'on va créer donc ces grandes structures qui va les dévorer. Le deuxième but de Staline, c'est aussi donc de dékoulakiser, on appelle ça la dékoulakisation, c'est d'envoyer une partie des koulaks aller travailler dans les zones hostiles de l'Union soviétique, où il y a des grosses réserves de ressources naturelles, notamment du bois, pour pouvoir les vendre, exporter, avoir des devises et acheter du matériel, construire des usines aux États-Unis ou en Europe occidentale, acheter du matériel et donc pouvoir commencer à influer grâce à la récupération de devises. Donc en fait, c'est la continuation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le travail forcé qui va devenir un véritable système de développement de l'URSS à cette époque. Lorsqu'on fait remarquer à Staline qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, il dit que la famine est une punition pour les koulaks qui n'ont rien compris. Alors oui, koulak, c'est les paysans. Alors les paysans riches. Et koulak, c'est le point en fait, c'est le point fermé. C'est-à-dire que c'est lui qui ne veut pas donner. Donc c'est un terme péjoratif. Et donc, voilà. Et donc, ça devient un objectif. Donc c'est pour ça que c'est un peu publicide. La question n'est pas d'appartenir à une race, une ethnie ou une détermination biologique. C'est une classe spécifique qui est ces petits paysans qui sont en fait pauvres, mais qui ne veulent pas donner le peu qu'ils ont. Et donc c'est ce système que va mettre en place Staline de déportation et de confiscation de la totalité de ce qu'ils produisent, eh bien, va entraîner leur mort, et ce qu'on appelle la grande famine, donc qui va toucher plus de 6 millions de personnes, essentiellement dans les territoires qui correspondent à l'Ukraine, où il y a 4 millions, mais également dans le Caucase Nord, c'est-à-dire la région de Stavropol, essentiellement, et au Kazakhstan, 1 million de morts. Donc 1 million de morts en Caucase Nord, 1 million de morts au Kazakhstan, 4 millions en Ukraine. Et donc c'est un véritable carnage. Et pour vous dire, c'est que en plus, en 1933, l'URSS exporte 18 millions de quintaux de blé. C'est-à-dire qu'en fait, elle confisque pour exporter, toujours pour avoir des devises, et acheter des usines. Par exemple, l'usine gaz à Nijni Novgorod, je crois que elle avait été achetée aux Américains à Détroit. Donc voilà, donc c'est aussi un but. En fait, il fait d'une pierre plein de coups. C'est-à-dire que, il se débarrasse d'une classe qui ne comprend rien au bonheur du socialisme. 2, il envoie défricher et travailler des gens dans des endroits où personne n'irait volontairement, parce que les conditions sont insupportables. Et 3, il récupère, il vend à l'étranger, il récupère des devises, et ça lui permet de créer l'industrie lourde, puisque le marxisme-léninisme veut qu'il y ait une phase d'industrie. Pour avoir des bons communistes, il faut avoir de l'industrie lourde.
C'est la phase suivante donc, qui continue jusqu'au milieu des années 30 et qui intervient également à un autre moment où on va commencer à faire la chasse aux trotskistes et aux déviants, même si ça a déjà commencé. Donc Trotsky était le grand rival de Staline à la succession de Lénine. Et donc, en fait, Staline va prendre prétexte de ça pour assassiner non seulement les gens à l'intérieur de son parti, en URSS, mais également des gens partout dans le monde. Si vous avez un peu de temps, genre, recommandation bibliographique, il y a le livre de Stephen Corr, qui a une trentaine d'années au moins, qui s'appelle La fin de l'innocence. Et ça raconte justement le destin de Willy Mutzenberg, qui est l'agent du Comintern qui travaille en France et qui à la fin finit assassiné parce que la ligne a changé. Voilà, c'est une histoire vraie. Hein, donc 1934, voilà, à partir de ce moment-là, on a ce que j'appelle la chasse aux déviants, et donc qui est aussi l'occasion de plusieurs milliers de morts. Et puis finalement, la Deuxième Guerre mondiale, ultime offensive en quelque sorte, c'est ce qu'on a appelé la Grande Terreur. Et la Grande Terreur, c'est finalement l'acte final de l'affrontement de Staline avec le reste des bolcheviks, du groupe des bolcheviks avec qui il est en rivalité déjà à l'époque de Lénine. Donc ça va être un système de purge qui va être lancé partout en URSS, qui va toucher les élites, les membres du Parti communiste, bien sûr. Et ce qui est surtout intéressant, et ça c'est raconté dans le bouquin de Sebag Montefiore, la cour du Tsar rouge, c'est-à-dire qu'en fait, parce que ça va expliquer un peu le fonctionnement aussi de ce système totalitaire, c'est que donc Moscou envoie des quotas à respecter de gens à assassiner, et finalement, eh bien, dans les régions, on a tellement peur d'être en dessous du niveau et de finir dans un quota qu'ils en assassinent plus et ils se plaignent à Moscou, nos quotas ne sont pas assez limités, il faudrait que vous en donniez plus. Donc il y a une espèce de folie meurtrière qui rappelle beaucoup la Révolution française, hein, et d'un système, une espèce d'emballement de la terreur. Et donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le pire, ça va être que Staline va exécuter 30 000 cadres de son armée sur 178 000 la veille de faire la guerre en Finlande. Donc c'est notamment une des raisons même si les Soviétiques à la fin l'emportent, eh bien c'est une catastrophe. Enfin, la guerre d'hiver est une raclée mémorable pour l'Union soviétique, qui en plus rassure Hitler, donc il incite à attaquer le plus tôt possible. Et puis la veille, bien sûr, d'affronter Hitler. Bien sûr, les camps continuent à s'épanouir, ça, il faut quand même qu'il y ait des choses qui marchent. Et le 1er janvier 1940, il y a plus de 450 camps de travail, selon différentes structures, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui recoupent près de 2 millions de travailleurs forcés. Lorsqu'après le 20e congrès, donc à la chute de Staline, donc Staline meurt en 1953, c'est pas une chute en fait, disons que la chute de son image, et en 1956 vous avez le 20e congrès qui dénonce les crimes du stalinisme, Khrouchtchev libère, je crois, 1 200 000 prisonniers du système carcéral soviétique. Voilà pour la partie historique, j'espère que je suis toujours dans les temps. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Alors après, ça ne veut pas dire que les massacres arrêtent, mais en gros, après, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il y a encore des morts à cause du système, parce que eh bien, les usines sont déménagées, les usines de l'Ouest... D'accord, j'ai le temps. Les usines de l'Ouest de la Russie sont déménagées dans l'Oural ou même en Sibérie, et que donc les gens produisent et sont reconstruits à ciel ouvert. Enfin, c'est un effort extraordinaire que, à mon avis, seul le peuple russe pouvait accomplir. Mais résultat, les ouvriers meurent. Je crois que c'est Elena Bonner qui disait, je la cite plus ou moins, c'est-à-dire que les chars qui partaient se battre sur le front de l'Ouest pour les Russes et de l'Est pour les Allemands, eh bien, avaient déjà coûté des vies rien que pendant leur production, dans ces immenses usines à ciel ouvert. Donc tout ce système qui fonctionne mal, eh bien, va aussi générer des morts. Toute la première partie de la guerre où finalement on fait la chasse aux traîtres, comme d'habitude, où en fait finalement, pour pas que les gens se rendent, eh bien, on prend en otage leur famille. Enfin, c'est épouvantable. Tout ça va coûter également c'est dur après. La Deuxième Guerre mondiale a coûté entre 25 et 27 millions de morts à la Russie, mais après, il faut faire la part entre ce qui est dû à l'incompétence du commandement en 1941 et 1942, la violence de la répression, ce qu'on appelle les Strafbataillons, c'est-à-dire que quand vous aviez manqué de respect ou couché avec la femme de votre supérieur, il vous envoyait dans un bataillon de représailles. Donc c'était là où vous étiez avec les mitrailleuses derrière au cas où vous vouliez reculer. Donc tout ça, toute cette gestion de la guerre, surtout dans les premiers temps, où Staline ne fait pas confiance à ses généraux,
eh bien, va coûter également je pense des millions de morts. Après, encore une fois, il faut faire la balance, c'est difficile sur le volume total de la Deuxième Guerre mondiale. La paix amène finalement une restalinisation, mais en gros, le plus dur est passé, je dirais, dans les crimes du bolchevisme. Et finalement, après le 20e congrès, qui est la première étape de l'allègement du système, c'est relatif, hein, je ne veux pas vous dire que c'était le paradis socialiste après 1956, mais globalement, la répression massive et les meurtres de masse cessent dans cette deuxième partie de l'histoire soviétique. Voilà, je m'arrête là sur la partie historique et donc je bascule à la deuxième partie parce que la question que vous posez, que moi je pose quand j'écoute Marion Sigaud ou Ronald Schellcher, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on peut arriver, comment est-ce qu'un être humain peut arriver à décider comme ça, froidement, du massacre d'innocents? On a connu dans notre histoire, il y a eu des époques terribles, la guerre de 30 ans, les guerres de religion, si vous voulez, les gouvernements essayaient d'en sortir, vous voyez. Et là c'est l'espèce d'organisation du massacre. Et j'ai essayé de m'interroger un peu pour voir étymologique, enfin, du point de vue, je dirais, l'histoire des idées, comment c'est venu. Alors la première source, à la limite, je vous soumets un peu l'état de mes réflexions. La première source, moi je dirais que c'est la déchristianisation, c'est qu'on est passé, notamment avec les Lumières, à une civilisation qui considérait que, eh bien, on était tous descendants d'un même père et d'une même mère. Et donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était quand même son prochain qu'on assassinait. Et donc on est passé d'une civilisation comme celle-là, à une civilisation où finalement, j'y reviendrai plus tard, eh bien, l'homme n'est qu'un agrégat de molécules et que finalement, qui a plus ou moins bien évolué, et donc finalement, on peut lui faire ce qu'on veut. Donc je pense que c'est la raison profonde, je pense que c'est tout simplement la déchristianisation du continent européen. La deuxième raison que j'ai retenue, qui est moins générale, c'est aussi l'évolution du concept d'État. À partir de Hobbes et Locke, donc c'est deux philosophes écossais et anglais, qui ont été témoins des guerres civiles en Angleterre essentiellement, et qui partent d'une vision extrêmement pessimiste de l'être humain et qui dit mais en fait ça marchera plus jamais comme avant, l'homme est un loup pour l'homme, ils veulent juste s'entretuer, comment est-ce qu'on va faire pour créer un système qui fonctionne et qui garantisse la paix. Donc l'idée est intéressante à la base, mais eux, leur réponse, c'est leur réponse qui pose un problème, c'est qu'eux en fait, eux ils se disent il faut un léviathan, c'est-à-dire qu'on va abandonner une partie de notre liberté à un État qui va faire régner l'ordre, et donc on va faire un contrat en fait. Donc c'est les premiers contractualistes, hein. Nous on a connu Rousseau, donc c'est les premiers contractualistes, et cette idée de l'État va devenir de plus en plus imposante, notamment au XIXe siècle. Ça va également être théorisé par un Allemand, von Streiche, je crois, de mémoire, où en fait on va estimer que c'est à l'État de prendre de plus en plus de place. Donc il va s'occuper de tas de choses dont il ne s'occupait pas, souvent mal d'ailleurs, et surtout le fait qu'on ait abandonné, qu'on ait un contrat avec l'État, une fois que le prince est au pouvoir, le prince ou l'oligarchie, peu importe, elle a tous les droits. Et j'en parlais avec M. Escada juste avant. En fait, ça me faisait penser au slogan des foulards rouges, pour ceux qui suivent un peu les événements en France. Vous savez, leur slogan c'était « On a voté ». Donc sous-entendu, on a voté, à partir de ce moment-là, Emmanuel Macron peut faire ce qu'il veut, y compris des choses qui vont contre la morale naturelle. Voilà. Et finalement, ce qu'on voit dans la Révolution française, ce qu'on voit chez les bolcheviks, c'est qu'en fait l'État devient l'instrument d'un moyen, et la Révolution, de changement de la société, de changement en profondeur. Et c'est ce qu'on retrouve même en France actuellement, sauf que on ne cherche plus à atteindre un arien parfait ou un homo soviéticus, mais un être transgenre, voilà. Et c'est à l'État de réaliser ce changement. C'est pour ça que je pense qu'il y a alors, je ne compare pas, bien sûr, le macronisme politique et les bolcheviks, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'on a derrière, quand même, de cette toute-puissance de l'État qui s'autorise tout et n'importe quoi, y compris contre les lois naturelles, je pense que c'est une des origines du massacre. Et puis, finalement, aussi, la systématisation et la légitimation de la violence. Et ça, je pense que ça part malheureusement de la Révolution française, et ça se répand dans tout le 19e siècle. Et finalement, la Révolution bolchevique, c'est aussi un peu l'aboutissement de tous ces mouvements où la violence devient théorisée, exaltée. Voilà.
La référence des bolcheviks, eh bien, ça, c'est évident, c'est la Révolution française. Donc là, je vous recommande de lire, encore une fois, le livre de Stéphane Courtois pour voir l'influence que ça a eu sur Lénine. Mais les références sont permanentes. Par exemple, lorsque Lénine choisit, dès le début de la répression, Dzerzhinsky pour la répression, il le dit « j'ai besoin de mon Fouquier-Tinville ». Et donc, c'est Dzerzhinsky. L'extermination des Cosaques en février-mars 1919, les bolcheviks qualifient ça eux-mêmes de Vendée bolchevique. Et les bolcheviks sont fiers d'utiliser le mot terreur. C'est exactement comme Robespierre. C'est-à-dire, c'est pas comme s'ils essayaient de tuer les gens sans le dire ou en s'en cachant. La terreur, elle est considérée comme un instrument. Tout à fait valide. Je voudrais citer justement cette phrase de Robespierre dans son discours du 5 février 1794, justement, où il légitime la terreur. Quelques extraits qui à mon avis, caractérisent à la fois la Révolution française et le bolchevisme. Enfin, la révolution, en tout cas la terreur révolutionnaire et le bolchevisme. Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République, ou périr avec elle. Or, dans cette situation, la première maxime de votre politique doit être qu'on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. Et ça, c'est la partie la plus connue. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est autre chose que la justice, prompte, sévère, inflexible. Elle est donc une émanation de la vertu. Donc ça, cette idée de la terreur va être totalement reprise par les bolcheviks. Et ils vont parler eux-mêmes de terreur rouge, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et on observe la même criminalisation en fait des troupes bolcheviques qu'on observe à la Révolution française, c'est-à-dire pillage, viol, tout ce qu'a décrit Marion Ségaud dans son intervention précédente. On retrouve ça dans les exactions des bolcheviks. Et c'est justifié, parce qu'en même temps, il y a une déshumanisation de l'oppresseur, du riche, et même le terme, hein, les paysans riches, quand vous avez 3 poulets et un lopin de terre. Donc c'est toujours la même chose. Et notamment, pour revenir aux paysans, la manière dont Lénine conçoit le rôle des paysans, ça, il le conçoit en étudiant la Révolution française. Et parce qu'il sait qu'en fait, les problèmes, il les aura avec les paysans. Et ça, c'est son étude de la Révolution française qui va lui permettre de le faire. Et finalement, également, un trait qui est aussi très typique, qu'a souligné Solzhenitsyn en son temps, c'est-à-dire c'est la haine de tous contre tous. Hein. On voit beaucoup ça dans les récits sur l'univers concentrationnaire, hein, qui finalement est une réplique de la société bolchevique. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a tellement peur qu'on dénonce son voisin avant de se faire dénoncer soi-même. Et ça, pendant ces grandes purges, eh bien, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve. Parmi les autres inspirations des bolcheviks, il y a évidemment ce que j'appelle le marxisme, darwinisme et léninisme. Ça, je vous renvoie encore une fois donc, au livre de Stéphane Courtois. Le darwinisme, c'est-à-dire en fait cette idée que seuls les meilleurs survivent, et donc c'est pas grave d'en tuer puisque ceux qui vont survivre, ce sera les meilleurs, eh bien, va hanter le 19e siècle. Et avoir des conséquences, enfin, il suffit de dire Mein Kampf, hein, c'est du darwinisme à toutes les pages, et bien le bolchevisme n'y fait pas exception, et notamment vous voyez ça donc Lénine parle beaucoup de Darwin, c'est quelque chose de très important pour lui, et Staline, et dans la biographie de Staline de Sebag Montefiore, le jeune Staline, Sebag Montefiore explique, documenté, hein, que Staline perd la foi en lisant le livre sur l'origine des espèces de Darwin. Et si vous voulez, ça va conditionner ça va conditionner en fait ce marxisme-léninisme, c'est-à-dire que encore une fois, on peut tuer une grande quantité de personnes, c'est pas grave puisque les meilleurs vont survivre. Donc cette idée qu'en fait la purge est nécessaire et bénéfique au système. Et ça, je pense que c'est très important, et voilà, et on n'en parle pas assez, sans doute parce que Darwin a la cote chez nous. Enfin, je veux dire en Occident. Également, donc cette idée de création d'un homme nouveau, mais je ne vais pas y revenir puisque j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de créer la société sans classe, donc une espèce de mythe j'ai presque terminé, auquel on n'arrivera pas. Il y a également
quelque chose de très fort aussi chez Lénine, c'est qui rejoint aussi donc le darwinisme, c'est qu'en fait la guerre civile, la guerre est comment dire, est quelque chose de bon en soi. C'est-à-dire que c'est même pas simplement un instrument pour conquérir le pouvoir, c'est quelque chose qui doit être continué. Et on voit ça très bien dans le mécanisme des purges. C'est-à-dire qu'encore une fois, darwiniste, on estime que de ça, il sortira quelque chose d'encore mieux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et c'est ce que souligne le biographe de Lénine, en 1891, vous avez des grandes famines en Russie, qui sont dues à des mauvaises récoltes. Voilà. Lénine est alors à Saint-Marat. Il fait partie de l'intelligentsia locale. Et alors que les élites essaient de se mobiliser pour faire venir du grain des autres régions, d'en acheter, etc., Lénine n'y ont surtout pas. C'est par la famine, par justement la mort de milliers de personnes, que ça va créer un mouvement social et qu'on va pouvoir... Donc il y a une espèce de fascination morbide pour la guerre, surtout quand elle est la guerre civile, et une exaltation vraiment de la dureté. Pour les origines du marxisme, je vais pas m'y attarder parce que c'est trop long, mais bon, c'est un matérialisme, donc c'est une définition de l'être humain, encore une fois, comme un amas de molécules, et finalement, quelle est la différence entre couper un arbre et décapiter un être humain? Il n'y en a pas tant que ça, donc c'est bon. Je suis désolé de passer rapidement là-dessus, mais sinon on aura trop de temps. Mais ce qui est clair, c'est que, et ça je pense que c'est important, parce que c'est ce qu'on va entendre chez surtout les intellectuels de gauche, c'est de dire oui, mais c'était pas le bon marxisme. Alors moi, la seule question que je pose, c'est à partir de combien d'essais on arrête? Et s'ils veulent faire un essai, si possible, ne le faites pas en France la prochaine fois. Mais le fait est que bon, voilà, ça finit toujours pareil, mais globalement, mais attendez, cette fois c'est la bonne, vous inquiétez pas. Donc comme j'estime que les populations ne sont pas des lapins de laboratoire, je pense qu'on pourra arrêter l'expérience maintenant tout de suite, là, si c'est possible. Également, comparaison avec la Révolution française, apparition d'une élite de fanatiques, quasiment religieuse. Ça aussi, c'est Bagmontefiore, la cour du Tsar Rouge, qui se sent investi, qui exalte sa propre dureté. Ordzhonikidze, qui est un Géorgien, ami de Staline, qui était un grand responsable des massacres, disait ça: la génération qui va sortir de ces années de guerre va être d'une fermeté, d'une dureté extraordinaire. Nous allons créer quelque chose de complètement nouveau. Ça c'est vrai. Hein. Et donc voilà, donc cette espèce de culte de la force sans limite. Et donc finalement, qui aboutit à ce qu'on a connu. Voilà les réflexions un peu que je me suis faites sur les origines du mal. Bon, on pourra encore en parler beaucoup, je pense que ce serait même l'occasion d'un débat complet. J'arrive à ma conclusion, hein, rassurez-vous Hubert. Donc évidemment... pardon Hugues. Hugues. Pardon Hugues. Évidemment, le bolchevisme a trouvé sa matrice dans la Révolution française. Enfin, je pense que je l'ai suffisamment démontré. L'emploi du terme de la terreur, cette idée d'avoir reçu une mission sacrée, alors on ne sait pas de qui, etc. etc. Il y a un autre aspect que je n'ai pas évoqué, mais je vais en parler en une phrase. Il y a un autre populicide que l'on doit aux bolcheviks et qui se perpétue jusqu'à nos jours, parce qu'en 2022, on fêtera le siècle d'avortement, puisque pour la première fois au monde, sous décision de Lénine, en 1922, l'avortement devient laïque, gratuit et obligatoire. Non, je plaisante, c'est pour faire... Donc l'avortement est autorisé, et c'est la première fois dans notre histoire récente, dans l'histoire contemporaine, que un État reconnaît l'avortement, et on en a les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour presque finir ma conclusion, la gauche a adopté deux stratégies vis-à-vis de ces crimes. La première, c'était la négation. Donc vous avez eu des théories, il y a une historienne communiste, la Croix-Rist, qui explique qu'en fait non, c'est dû à des mauvaises récoltes. Et c'est toujours la faute ou c'est la faute de l'étranger. Enfin, en fait, on ressort exactement ce que sortaient les bolcheviks à l'époque. Et il y a aussi beaucoup plus vicieux, c'est l'attribution des massacres au peuple. Excusez-moi. C'est-à-dire que c'est pas la faute du communisme, c'est pas la faute des bolcheviks, l'idéologie, c'est la faute des Russes. Donc ça c'est c'est spécialité BHL. Le nazisme, c'est la faute des Français, c'est dans l'idéologie française, alors qu'il n'y a aucune source du nazisme dans aucune idéologie française, c'est totalement faux. Les massacres des bolcheviks, c'est la faute des Russes. Donc c'est parce que les Russes sont des sauvages que ça n'a pas marché. Encore une fois, prenez la comparaison du nombre de condamnations à mort à l'époque sur un siècle d'empire, et le nombre sur un mois de bolchevisme, même sur 2 jours de bolchevisme.
On a connu ça avec les Serbes. Donc la Yougoslavie, c'est pas la faute de Tito qui était croate, mais bon, c'était pas un croate, c'était un bolchevique. Enfin, c'était un bolchevique sauce yougoslave, mais c'est à cause des Serbes. Donc en fait, et finalement, encore une fois, en vérité, c'est le marxisme, c'est génial, le maoïsme, c'est génial. Ça, c'est peut-être un peu plus dur pour BHL à expliquer ça. Mais en gros, c'est parce que en fait, ça s'est appliqué à chaque fois sur des peuples de sauvages, et donc ça n'a pas marché. Mais sinon, le marxisme, c'est génial, et on est prêt pour le prochain essai. Donc voilà un peu, bon, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces négations ou ces espèces de votage en tous fonctionnent plus très bien. La question se pose, et donc c'est mon avant-dernière conclusion. Le mémoricide, est-ce qu'il y a un mémoricide en Russie sur les crimes? Ah ben, pas du tout. Et il faut voir une chose, c'est que déjà, en 1956, il y a eu une première déstalinisation, et beaucoup de choses ont été dites, ont été ouvertes. Alors évidemment, c'était aussi un moyen pour Khrouchtchev, et c'était un peu une révolution thermidorienne, hein. C'était un moyen pour Khrouchtchev et ses copains qui avaient participé au carnage de rejeter la faute sur celui qui était mort. Mais malgré tout, il y a eu une déstalinisation. La deuxième vague est arrivée après à la fin de la perestroïka, et surtout après l'arrivée de Yeltsin, où là, toutes les archives ont été ouvertes, même de manière pas contrôlée. C'est ce qui a permis le livre sur le livre sur le communisme. C'est-à-dire tout d'un coup, toutes les archives sont arrivées, et puisque le livre est publié en 1997. Et ça a été la première chose. Et depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, il n'a de cesse de dire tout le mal qu'il pense des bolcheviks, qu'il considère comme des traîtres, puisque tandis que l'officier et le soldat russe se battaient sur le front, ils trahissaient, ils étaient payés par l'Allemagne. L'historiographie russe a beaucoup travaillé sur justement d'où venait l'argent des bolcheviks, parce que on sait que les Allemands payent jusqu'en novembre. Mais et on s'aperçoit en fait finalement, les archives américaines ont été ouvertes, que Wilson aussi a largement contribué, parce qu'il ne voulait pas que les Russes fassent partie des vainqueurs, sinon ça voulait dire que Istanbul s'appelait Constantinople, et c'était pas du tout le plan anglo-saxon. Donc les bolcheviks aujourd'hui, en tout cas par les élites russes, sont considérés, la révolution est considérée comme quelque chose de mal. J'ai fait une vidéo, je me souviens plus laquelle, sur Stratpol, où j'avais sous-titré une interview qui est faite dans les bâtiments, je crois que c'est au Kremlin. Enfin bon, ils interviewent les différents représentants des différents partis pour savoir ce qu'ils pensent de la révolution bolchevique. Donc le plus gros parti, c'est Russie Unie. Pour tous, c'est on va commémorer, pour jamais oublier qu'il ne faut plus jamais le refaire. Ça, c'est vraiment... voilà. Le plus drôle, c'est le communiste, ça va vous faire rire. Donc Zyuganov, le leader communiste, dit mais heureusement qu'il y a la révolution bolchevique, parce que comment il s'appelait le premier président russe, Kerensky, merci. Kerensky était un franc-maçon, il était entouré de francs-maçons, et si les bolcheviks n'étaient pas arrivés, on serait gouverné par des francs-maçons. Donc ça, c'est la version communiste russe de l'histoire. Jirinovski, bien sûr, il veut débaptiser, il veut virer toute trace de communisme en Russie. Et puis les sociodémocrates, en fait, eux, ont une vision un peu idyllique, un peu la vision qu'on avait, qu'il y a eu une bonne révolution, mais que ça a mal tourné. Bon, voilà. Voilà, c'est ça. C'était bien, puis après... Voilà, après ça a mal tourné. Mais globalement, la vision qui domine, et même chez les Russes, c'est que la révolution bolchevique a été une catastrophe. Voilà. Et que si on ne l'avait pas eu, et aujourd'hui, on aurait une Russie de 500 millions d'habitants, et qui serait une puissance tout à fait incontournable. Voilà. L'Église orthodoxe fait un très bon travail là-dessus, notamment sur le rôle de l'Église, puisqu'en fait, la Deuxième Guerre mondiale est l'occasion pour l'Église de ressusciter partiellement. Puisque Staline, sentant qu'il va être obligé de mobiliser toutes les ressources et les forces du pays, va chercher les derniers évêques, prêtres dans les camps de concentration, les amène au Kremlin et leur dit voilà, je vous demande de participer à la Grande Guerre patriotique. Et mais en échange, vous aurez un semblant de liberté religieuse, qui va durer d'ailleurs quasiment, même une période de restalinisation un peu jusqu'à la mort de Staline, mais qui va durer finalement jusqu'à nos jours. Alors bon, c'est pas parfait, mais finalement, les grandes persécutions religieuses s'arrêteront là. Voilà pour le rôle de l'Église orthodoxe. Et donc, moi, je voudrais conclure. Alors, c'est peut-être un peu provocateur, enfin pas pour vous, mais pour ceux qui regarderont peut-être ça. Je vois dans le comportement des élites bolcheviques quelque chose de typique de la gauche, et que j'observe encore aujourd'hui. Si vous voyez, si vous écoutez, par exemple,
ce qui se passe sur les gilets jaunes, la manière dont les élites de gauche réagissent. Vous pouvez avoir 20 éborgnés, vous pouvez avoir 5 personnes qui ont perdu leurs mains, c'est de leur faute, c'est bien fait pour eux, ils l'ont bien mérité, ils n'avaient qu'à pas descendre dans la rue. Voyez, et surtout cette manière, on parle du quotient intellectuel, que c'est des gens stupides, mais c'est exactement ce qu'on entend les discours des élites bolcheviques. C'est des profiteurs, c'est des paresseux, c'est des bandits. Voilà. C'est vraiment, il y a quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Et finalement, je reviens à la première raison pour expliquer ça, bah, c'est la déchristianisation, puisque ça vient à partir du moment où vous ne voyez pas dans votre prochain un autre vous, ou l'image du Christ. Voilà, je vous remercie.